Gae Gaba. C'était presque la fin de l'esclavage. Même si le maître leur cache les nouvelles de là-bas, les esclaves savent, car certains ont appris à lire, et par les journaux que les domestiques de maison ont réussi à subtiliser, ils savent qu'il est question d'abolition. Cependant, les nègres ne restent pas là, passifs, à attendre que la liberté leur vienne de l'autre côté. Avec l'aide de leurs frères marrons, ils incendient, pillent les habitations de leurs bourreaux. Ils tuent, empoisonnent. L'idée de liberté, véritable cyclone, les galvanise, les pousse à leurs dernières extrémités, les enivre d'une ferveur, d'une fièvre, d'un espoir inexprimable. C'est dans ce contexte de frémissement, de vibration, d'exaltation, qu'arrive sur la plantation Lalanne un ultime groupe d'esclaves arrachés à leur terre d'Afrique. Ces arrivées avaient toujours soulevé la curiosité, l'intérêt des esclaves déjà en place. Mais en ce moment, les esprits sont surchauffés. Sur la plantation, des petits groupes rapidement se font et se défont. Les visages sourient, les yeux disent les mots que la bouche n'ose pas prononcer. Tout à coup, c'est le silence. Un silence total. Un silence que vient troubler le cliquettement des chaînes des nouveaux venus qui avancent. Parmi ceux-ci, un seul attire tous les regards. Regard des nègres, regard des maîtres, on ne voit que lui. Les pauvres malheureux qui sont à ses côtés, devant, derrière lui, n'existent pas. Ce ne sont ni sa stature de plus de 2 mètres, ni la fine musculature de son corps presque nu qui force l'attention, non. Mais son regard lointain qui semble se détacher de tout ce qui vit autour de lui. Les vieux corps esclaves se battent avec leur mémoire pour essayer de trouver à quelle tribu de la lointaine Afrique ils pouvaient appartenir. C'est peut-être un guerrier mandingue, disent-ils. Il en a le port altier qui semble écraser le monde. Les rumeurs sur l'abolition ne sont plus qu'un peu de bouillie sur le dos d'une cuillère. Il n'y en a que pour ce nouvel esclave. Il inspire à la fois crainte et respect. Les paroles ne tardèrent pas à monter les cendres à son sujet. On affirme qu'il a répondu d'un ton sans réplique « Gae Gaba » quand le maître lui a dit « Tu t'appelleras Crépin ». Et si tu avais vu sa figure pour dire ça, ses yeux te donnaient la fièvre et le frisson. Et le maître, tout doucement, sans cri ni colère, a demandé au régisseur d'écrire « Gae Gaba ». Ça n'est pas possible. Tout le monde a la tremblade devant lui, même Monsieur Joseph, le commandeur, qui n'arrête pas de nous faire voir de la misère. Tous parlaient de cette force occulte qui se dégageait de cet homme et qui faisait que maître, commandeur, esclave, était incapable de lui opposer une quelconque résistance. Mais curieusement, Gae Gaba n'avait pas l'air de vouloir abuser de ce pouvoir. Il faisait le travail qui lui était demandé dans les champs de canne, mais 10 fois plus vite que le meilleur des travailleurs. Il rentrait dans sa case aux mêmes heures que les autres, et comme eux, il s'occupait de son petit jardin créole le dimanche. Mais sa parole était courte, son sourire rare. Il ne riait pas. La femme du maître, cependant, s'insurgeait contre cette crainte respectueuse que tous, son mari, les commandeurs, les esclaves, manifestaient face à ce Gae Gaba. Elle en parlait à son époux, et devant le mutisme de celui-ci, il lui prenait des envies de meurtre. « Je lui en ferai voir à ce Gae Gaba, un esclave, un moins que rien, régner ainsi en maître sur notre habitation. En voilà un qui risque d'entraîner les autres à la révolte, et mon idiot de mari qui tremble devant ça. » La femme du maître. D'une habitation à l'autre, ces femmes étaient plus redoutées que les maîtres eux-mêmes. Perverses, elles avaient la douceur d'une maman de l'eau pour provoquer les désirs des esclaves. Elles prenaient ensuite plaisir à les voir se tordre de douleur sous les coups de fouet qu'ils recevaient parce qu'ils avaient osé lever les yeux sur une femme blanche. Ceux des esclaves qui rencontraient la diablesse, porteuse de mort, certaines nuits de pleine lune, racontaient qu'elle avait les traits de la maîtresse, les cheveux de la maîtresse, qu'elle était blanche comme la maîtresse, mais qu'elle avait à la place des jambes une patte de cheval et une patte de bourrique.
La femme du maître fit donc venir un jour Gaë-Gaba dans sa chambre. Elle était à demi dévêtue. Elle lui ordonna de lui prendre son corset qui était accroché au dossier d'une chaise. Soudain, des cris exprimant une souffrance inouïe sortirent de sa bouche. Elle hurlait « Au secours! Il me viole !» Cependant, ses ongles, tels des serres, déchiraient le torse nu de l'esclave et sa propre poitrine. Son mari, les commandeurs, les esclaves, arrivés en 6-4-2 dans la chambre, virent le sang qui sortait des griffures des deux corps et le corset que Gaë-Gaba tenait encore. « Qu'on lui donne des coups de fouet jusqu'à ce que mort s'en suive !» vitupéra la maîtresse. « Ce misérable a eu l'audace de porter la main sur moi. » Les commandeurs s'approchèrent craintivement de Gaë-Gaba. Celui-ci ne leur opposa aucune résistance. On le conduisit à un arbre, on l'y attacha face contre tronc. 3 esclaves furent chargés de la mise à mort. La maîtresse, trouvant trop légers les coups de fouet qu'ils assénaient aux suppliciés, les fit remplacer par les 3 commandeurs blancs les plus costauds de l'habitation. Elle regagna sa chambre et de sa fenêtre goûtait au spectacle. Les fouets s'élançaient, voltigeaient en sifflant, retombaient comme des boutous. Pas une plainte ne sortait de la bouche de Gaë-Gaba, pas une trace ne lui marquait le dos. Mais de la fenêtre de la chambre, des cris inhumains déchiraient l'air. La femme du maître se tordait de douleur pendant que son dos se zébrait de traces sanguinolentes. Le maître dut surseoir à l'exécution. Gaë-Gaba regagna paisiblement le champ de Cannes et tout aussi paisiblement, il continua la coupe. La maîtresse, elle, garda le lit pendant 2 mois. Malgré onguents, huile, herbes, embrocations, les plaies après cicatrisation redevenaient purulentes. Elle soupçonnait Gaë-Gaba d'être responsable de ces rechutes et elle prit la décision de s'en débarrasser à tout jamais. Elle demanda à son maître de mari de faire venir dans la cour une barrique plantée de longs clous. Elle ordonna au commandeur d'y faire entrer Gaë-Gaba. Il ne fut nullement besoin de forcer l'esclave à obéir, il s'introduisit de lui-même dans ce tonneau. On vérifia que le récipient était bien fermé. Sur l'ordre de la maîtresse, on le fit rouler jusqu'en haut d'une falaise, d'où on le jeta dans la mer. Quand la barrique arriva à la mer, Gaë-Gaba était debout sur un rocher, un œuf à la main. Il lança l'œuf dans l'eau, un bateau apparut. Il n'eut plus qu'à monter sur ce bateau pour repartir vers sa terre d'Afrique. Dans le tonneau, on retrouva la femme du maître, le corps traversé de clous.